Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette huitième semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur la réunion de crise de Paris, le 16e paquet de sanctions européennes contre la Russie, une proposition pas si simple à mettre en œuvre d'Ursula von der Leyen et de la dérégulation environnementale silencieuse de la part de la Commission. Dans le club des 27, on parle de la dernière semaine de campagne en Allemagne, du plan d'aide pour l'île de Santorin, de la fragile majorité gouvernementale en Slovaquie et de la guerre contre les médias du gouvernement Meloni. Et chez nos chers voisins, on revient sur l'escalade verbale de Donald Trump à l'égard de l'Ukraine et des risques géopolitiques causés par l'arrêt de USAID. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Diplomatie. Réunion de crise à Paris pour réaffirmer le soutien à l'Ukraine. Après une semaine mouvementée entre le premier appel de Donald Trump à Vladimir Poutine et les déclarations de son administration qui ont affirmé, via le secrétaire de la Défense Pete Hegseth, que les États-Unis régleront le conflit en Ukraine en tête-à-tête avec la Russie, les Européens sidérés tentent de répondre. Emmanuel Macron avait donné rendez-vous à un cercle restreint afin d'avoir des discussions plus resserrées dans un premier temps. Lundi 17 février, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Antonio Costa, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, Olaf Scholz, Giorgia Meloni, Dick Schoof, Mette Frederiksen, Donald Tusk, Pedro Sanchez et Keir Starmer étaient donc autour de la table à l'Élysée. Tous réaffirment la volonté d'une paix juste et équitable en Ukraine, seul moyen d'organiser la sécurité européenne par la suite. Pour cela, il était question du soutien à l'Ukraine, quel que soit le scénario final des pourparlers de paix. Mais les discussions ont fusé sans réel plan. Certains, comme Emmanuel Macron, se sont précipités sur la déclaration d'envoi de forces de maintien de la paix, alors qu'il faut pour cela qu'il y ait déjà une paix de conclue. Keir Starmer et Ulf Kristersson se sont pourtant déclarés prêts à le suivre, alors qu'Olaf Scholz indiquait qu'une telle discussion était très prématurée. Olaf Scholz propose d'abord de renforcer l'aide à l'Ukraine en dérogeant aux règles budgétaires et que l'UE puisse faire en sorte que l'Ukraine fasse partie des négociations. Marco Rubio et Keith Kellogg ont affirmé que les Européens et l'Ukraine auront leur place à un stade plus avancé des négociations. Mais ce n'est pas clair. Les déclarations de l'administration Trump disent certaines fois que oui, d'autres que non. Une réunion brouillonne qui n'a accouché d'aucune déclaration commune, une réunion informelle pour avoir une première discussion. D'ailleurs, le format a provoqué diverses réactions. Sans surprise, la Hongrie a qualifié ce mini-sommet de réunion pour saboter les chances de paix. Mais chez les Roumains et les Tchèques, deux pays qui ont participé énormément à l'aide à l'Ukraine, l'un par l'achat de munitions et l'autre par son rôle incontournable dans le transport logistique vers l'Ukraine, n'ont pas su retenir leur frustration de ne pas être présents à cette réunion. Diplomatie encore, un 16e paquet de sanctions adopté contre la Russie. Cette semaine, même si les États-Unis ont affirmé leur volonté de faire cavalier seul sur le dossier ukrainien, l'Union européenne continue de vouloir mettre la pression économiquement sur la Russie. Lors de la réunion des ambassadeurs des 27, lors d'une réunion Coreper, qui sert à préparer la réunion des ministres, les 27 sont parvenus à un accord sur un 16e train de sanctions. En ligne de mire, la flotte fantôme de la Russie qui transporte de manière clandestine du pétrole vers des raffineries chinoises ou indiennes pour contourner le prix plafond du baril russe. Alors que les États-Unis évoquent dans les premiers pourparlers avec la Russie une éventuelle levée de sanctions, l'Union européenne ne lève pas le pied. Ce sont 600 navires qui font partie de cette flotte fantôme sous pavillon de complaisance. La plupart sont mal entretenus et peu assurés. L'association Follow the Money révélait le 4 février qu'un tiers de ces navires étaient sous pavillon européen ou états-unien par le passé. Ils ont été rachetés bien au-dessus du prix du marché sans que les propriétaires ne se posent plus de questions.
Fin 2023, l'Union européenne interdit la vente directe à la Russie de tels navires, mais la Russie passe par des sociétés écrans aux Seychelles, en Inde ou au Vietnam. Cette flotte fantôme, au-delà de permettre à la Russie de contourner les sanctions économiques, représente des éléments de guerre hybride. Certains tentent de saboter les câbles européens en mer Baltique ou Méditerranée, et leur état de délabrement pourrait bien provoquer des catastrophes écologiques, comme on a pu l'observer dans les détroits du Kertch en décembre 2024, où deux bateaux se sont abîmés en mer et ont provoqué une marée noire sur les côtes du kraï de Krasnodar. Désormais, les nouvelles sanctions empêchent ces navires d'accoster dans les ports européens et de recourir aux services européens pour le carburant, la nourriture ou le changement d'équipage. Ce sont en tout 80 navires sous sanctions. Pourquoi si peu? Parce que l'Union européenne doit pouvoir justifier des sanctions auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, au risque sinon de faire face à un vide juridique. La décision devra être approuvée par les ministres des Affaires étrangères des 27 ce 24 février. Malgré les menaces hongroises qui espéraient que l'administration Trump ne vienne à son secours, ce qui n'est pas arrivé, la Hongrie a décidé de retirer sa menace de veto et a permis l'adoption du texte. Une menace qui pourrait s'avérer beaucoup plus décisive si les États-Unis parviennent au bout de leur plan de paix. Défense. La proposition d'augmenter les dépenses de défense d'Ursula von der Leyen, pas si simple. Vendredi 14 février, Ursula von der Leyen, lors de son discours devant la conférence pour la sécurité à Munich, avait évoqué le déclenchement de la clause de sauvegarde du pacte de stabilité et de croissance pour pouvoir sortir les dépenses de défense des critères de déficit et de dette. Une proposition qui a suscité l'enthousiasme de ceux qui veulent pouvoir investir plus dans la défense sans être sanctionnés, alors que d'autres, tenant de la rigueur budgétaire, ne veulent pas entendre parler de plus de dettes et encore moins d'emprunts communs. Mais à la Commission, des fonctionnaires semblent dire que la présidente de la Commission européenne n'interprète pas bien les règles de la clause de sauvegarde qui peut être déclenchée en cas de choc pour la zone euro ou de circonstances exceptionnelles qui échappent au contrôle de l'État. Cela pouvait s'appliquer par exemple aux conséquences du Covid-19. Aussi, dans la pratique, c'est aux 27 de décider, avec la majorité qualifiée. Il faudra donc convaincre 15 États qui représentent 65% de la population de l'Union européenne. Pascal Deneuille, président de l'Eurogroupe, a rappelé que la feuille de route est de couper les dépenses et qu'il y a peu de chances de revenir en arrière. Les Pays-Bas suggèrent que les fonds non dépensés soient réaffectés sans que cela nécessite un endettement commun. Aussi, si la clause de sauvegarde arrive finalement à être déclenchée, les débats autour des dépenses éligibles risquent d'être assez longs. Chacun des États membres voudra faire valoir ses intérêts propres, notamment les pays disposant de fabricants d'armes sur leur territoire. La Pologne a déjà fait savoir qu'elle ne voulait pas de préférence européenne, car elle veut continuer d'acheter des équipements états-uniens et coréens. La France, soutenue par Ursula von der Leyen, veut la préférence européenne, car c'est un enjeu d'autonomie stratégique qui permettrait de fixer l'emploi et le savoir-faire sur le territoire européen. À savoir aussi si ça n'irait que pour l'armement, ou si globalement, l'idée serait d'inclure la formation des personnels et l'entretien du matériel existant. Aussi, cela devrait forcer des fabricants à fusionner, se répartir les productions et procéder à une standardisation. Comme d'habitude, beaucoup de débats à venir sur cette question qui ne répondront certainement pas à l'urgence de l'actualité géopolitique, à moins que les 27 ne se sentent réellement au pied du mur. Environnement, vers une dérégulation silencieuse du pacte vert. Dans le brouhaha causé par les déclarations de l'administration Trump concernant la guerre en Ukraine et la liberté d'expression en Europe, on en oublierait presque que l'Union européenne doit continuer de travailler sur d'autres sujets. C'est le cas de l'environnement et de l'agriculture, qui devraient passer dans les fourches codines de l'omnibus, que la Commission associe avec la simplification, mais qui ressemble beaucoup plus à un allègement substantiel des règles. Un premier texte concernant les microplastiques en fait les frais. La Commission propose de réduire sa propre législation, une première. Mais cela correspond aussi aux positions du Conseil de l'UE
et du Parlement européen. Le texte devrait donc réduire les obligations de surveillance lors de transport de microplastiques. Pour le plan agroalimentaire de l'Union, la Commission fait carrément l'impasse sur ce qui a été mentionné lors du dialogue stratégique avec les agriculteurs. Fini la suppression des subventions à la surface qui ne font que profiter aux grandes exploitations. Les groupes de l'alimentaire ont complètement été mis à l'écart. Le Bureau européen des unions de consommateurs reproche même le fait que l'alimentation saine et durable reste à la discrétion des États membres. Des États membres qui resteront toujours à la manette de l'application de la PAC, ce qui avait déjà creusé les inégalités entre États membres, certains pouvant se permettre de ne pas respecter les règles sans trop de conséquences. Dernier texte important, c'est sur les aides nationales aux technologies propres. La Commission propose de réduire de moitié les subventions industrielles pour les technologies propres imposées pendant le Covid. Le plafond pour les régions riches devrait passer de 150 à 75 millions d'euros. Pour les régions plus pauvres, cela devrait passer de 350 à 175 millions d'euros. Des fonds qui doivent bénéficier à la production des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur, aux électrolyseurs et au captage de carbone. Malgré tout, la Commission veut autoriser la production ou le recyclage de matières premières essentielles pour ces technologies. Passons désormais au Club des 27. Allemagne. Dernier débat, dernier meeting et attentat pour la dernière semaine de campagne. Pour cette dernière semaine de campagne, l'Allemagne a vécu deux débats qui n'ont pas fondamentalement changé les intentions de vote d'après les sondages. Tout d'abord, dimanche 16 février, 4 candidats se faisaient face. Le sortant Olaf Scholz, le favori Friedrich Merz et les outsiders Alice Weidel et Robert Habeck. Un débat dont les trois thèmes étaient l'immigration, l'économie et la diplomatie. Sur les 2 heures de débat, 30 minutes ont été consacrées à la situation géopolitique. Merz affichait un air serein, tandis que Scholz passait à l'offensive, conscient que la combativité lors des derniers débats peut lui faire grappiller quelques points. Robert Habeck a semblé emprunté et Alice Weidel ne donnait que des réponses vagues et abstraites. Les trois centristes n'ont pas manqué de l'attaquer, notamment Friedrich Merz qui lui a lancé une saillie sévère pour sa proximité idéologique avec le Kremlin. Weidel s'est fait attaquer sur sa proposition d'abandon des sanctions à l'égard de la Russie, de la fin du soutien à l'Ukraine, mais aussi par ses visites régulières auprès de l'ambassadeur de Chine. Friedrich Merz n'a pas manqué d'écorner Olaf Scholz à propos de son manque de leadership européen. Il lui reproche que la réunion de crise se soit tenue à Paris sous l'impulsion d'Emmanuel Macron et non à Berlin sur proposition de l'Allemagne. Il lui reproche aussi son sous-investissement dans la défense, ce à quoi il a répondu que c'était une déformation des faits. Scholz a rappelé qu'il a lancé le plan de rénovation de la Bundeswehr de 100 milliards d'euros. Alice Weidel a attaqué Friedrich Merz sur sa volonté d'envoyer des Taurus à l'Ukraine en lui disant que cela ferait de l'Allemagne un belligérant direct de la guerre. Puis mercredi 19 février avait lieu le dernier débat télévisé opposant Scholz et Merz. Olaf Scholz a tenté de mettre Merz dans l'embarras en disant que son programme n'était pas finançable. Mais il semble qu'il porte sur lui toute l'impopularité de son gouvernement. Malgré tout, il n'a d'autre choix que d'être optimiste. Accepter la défaite donnerait un signal terrible à son électorat qui n'y croit déjà pas beaucoup. Il a aussi annoncé qu'il ne souhaitait pas être ministre dans un gouvernement Merz, ce qui semble paver le chemin au très populaire Boris Pistorius pour être le numéro 1 social-démocrate dans le prochain gouvernement. Friedrich Merz a affirmé vouloir un mandat fort sur l'immigration et l'économie, seul moyen selon lui de contrer l'extrême droite. Il demande aux Allemands de lui confier un mandat large. Il veut des règles plus fermes sur l'immigration et sur les prestations sociales. Il a réaffirmé sa volonté de ne pas former d'alliance avec l'AfD. Vendredi 21 février, c'était le dernier tour de piste des candidats à la chancellerie. Olaf Scholz tenait meeting à Dortmund
alors que Merz était dans son fief de la Ruhr. Scholz ne désarme pas et croit dur comme fer à une surperformance du SPD et refuse de baisser les bras. Côté de CDU, on fête déjà une potentielle victoire en acclamant Merz avec des Kanzler, chancelier. Mais l'excès d'optimisme de la CDU cache aussi une certaine crainte de revenir au pouvoir dans un contexte bouillant où les multiples crises vont l'obliger à livrer des résultats rapidement. Et lors d'une de ses dernières interventions médiatiques, Friedrich Merz a déclaré qu'il s'entretiendrait avec la France et le Royaume-Uni dès qu'il sera chancelier pour étendre leur parapluie nucléaire à l'Allemagne. Côté attentat, la pression ne retombe pas puisque vendredi 21 février, un touriste espagnol a été poignardé au mémorial de l'Holocauste à Berlin. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est un réfugié syrien de 19 ans qui en serait responsable, avec une allégeance islamiste qui voulait poignarder des juifs en réponse au bombardement, au déplacement de population et à la famine organisée à Gaza. Grèce, un plan de soutien à Santorin proposé par le gouvernement. Les séismes ne s'arrêtent pas, mais il faut bien que les habitants et les saisonniers vivent. Le dernier épisode de séisme aussi long date de 2011-2012 et il avait duré plus d'un an. Depuis près d'un mois, l'île de Santorin ne cesse d'être secouée. Des secousses d'une magnitude de 4,5 en moyenne sur l'échelle de Richter, pas assez fortes pour provoquer des dégâts, mais assez pour les autorités pour maintenir la fermeture des écoles et interdire l'accès à certaines parties de l'île. 16 000 habitants, permanents et saisonniers, ont quitté l'île. Le gouvernement a donc proposé ses premières mesures. Il va autoriser la suspension des contrats en cours et proposer une compensation spéciale de plus de 500 € aux salariés concernés. Le gouvernement redoute que les séismes puissent durer, la haute saison approchant. Elle commence lors de la Pâque orthodoxe qui sera célébrée fin avril cette année. Les experts ne parviennent toujours pas à estimer la fin de ces séismes, ce qui pourrait coûter très cher au secteur touristique grec, puisque l'île de Santorin avait accueilli 3,5 millions de visiteurs en 2024. Slovaquie, le gouvernement Fico ne tient qu'à un fil. 76 sur 150 députés. C'est la majorité qu'il reste à Robert Fico au Parlement slovaque. Plus que 2 sièges et sa majorité se retrouvent en minorité. Son parti, le Smer, allié au Hlas SD du président Peter Pellegrini, parti qui avait fait scission du Smer après que Fico soit empêtré dans les affaires, et le Parti national slovaque, le SNS, voit les défections se multiplier. C'est un secret de polichinelle que les trois partis se détestent, mais s'unissent pour faire front commun contre le parti pro-OTAN et pro-UE, Slovaquie progressive. Les défections viennent principalement de Hlas et du SNS. Une majorité mince qui a obligé les trois partis à se réunir mercredi pour réviser le manifeste de la coalition. Au passage, le Smer récupère le ministère de l'Information et celui du Tourisme et des Sports. Un moyen de renforcer le noyau dur Smer au sein du gouvernement et de donner plus d'amplitude à Fico dans son exécutif. Sans surprise, le leader centriste de Slovaquie progressive, Michał Šimečka, demande la tenue de nouvelles élections face à un gouvernement sans boussole qui doit affronter des manifestations pro-européennes et pro-ukrainiennes. Italie, la guerre du gouvernement contre les journalistes s'intensifie. Ça avait commencé avec une reprise en main par le gouvernement de la RAI, avec l'éviction de plusieurs journalistes pas jugés assez compatibles avec le gouvernement Meloni. Une bagarre autour du groupe public qui se poursuit au conseil d'administration. Habituellement, la présidence du groupe de la RAI revient à un candidat soutenu par l'opposition. Cette fois, le gouvernement met la pression sur l'opposition pour élire son candidat en menaçant de définancer le groupe audiovisuel public si l'opposition refusait. Une manœuvre qui va à l'encontre du règlement européen sur la liberté des médias. Mais cette guerre ne se limite pas à la télévision publique.
Vendredi 31 janvier, Francesco Cancellato, directeur de Fanpage, un média en ligne, a été averti par Meta que son téléphone était infecté par un logiciel espion. C'est lui qui avait révélé que la section jeune du parti Fratelli d'Italia perpétuait les célébrations et le folklore mussolinien et nazi dans ses rangs. L'entreprise israélienne Paragon Solutions, conceptrice du logiciel espion, a dénoncé le contrat qui le liait à l'État italien, considérant que l'utilisation de son logiciel allait à l'encontre du respect des standards démocratiques. Francesco Cancellato déclare que depuis ces révélations, ses sources ne veulent plus lui répondre de peur des représailles. En 2 ans, entre 2022 et 2024, les incidents contre la liberté de la presse ont presque quadruplé en Italie, d'après le Centre européen pour la presse et la liberté des médias. La volonté aussi de faire du parquet un bras armé du pouvoir se traduit par une chasse aux sources. Le chef de la section enquête du journal Domani, Giovanni Tizian, encourt 9 ans de prison pour violation du secret de l'instruction pour avoir révélé les potentiels conflits d'intérêts du ministre de la Défense, Guido Crosetto, un symbole de la dérive autoritaire du gouvernement Meloni. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine, escalade de Donald Trump à l'encontre de l'Ukraine et de Zelensky. La semaine dernière, tout le monde ressortait abasourdi des différentes déclarations de l'administration Trump et de ses actions. L'appel direct entre Trump et Poutine, le déplacement du secrétaire de la Défense Pete Hegseth à Bruxelles pour dérouler les intentions de Donald Trump sur l'Ukraine et l'OTAN, en déclarant que Donald Trump réglerait le conflit en tête-à-tête avec Poutine et que l'Union européenne devait investir beaucoup plus si elle voulait avoir voix au chapitre dans l'alliance transatlantique. Puis on a appris par Volodymyr Zelensky, lors de son passage à Munich, que l'administration Trump, via son secrétaire au Trésor, avait demandé une licence perpétuelle et des droits élevés à 50% sur les terres rares ukrainiennes. Des conditions encore plus humiliantes que pour l'Allemagne lors du traité de Versailles. Des droits sur les minerais qui n'auraient que pour but de rembourser les aides américaines que l'administration Trump estime à 500 milliards de dollars, alors que la plupart des experts s'accordent à dire qu'elles oscillent entre 115 et 120 milliards de dollars. Volodymyr Zelensky a dénoncé une tentative de racket de la part de l'administration américaine. En plus, le contrat sur les terres rares ne promet aucune assistance à l'Ukraine en échange. Cette semaine débutait alors encore dans un contexte tendu. Donald Trump annonçait dès lundi que les États-Unis et la Russie se rencontreraient à Riyad, en Arabie Saoudite, le lendemain, pour entamer les pourparlers de paix. D'un côté, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, accompagné de Mike Waltz, chef du Conseil de sécurité américain pour les États-Unis, et de l'autre, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, et Yuri Utchakov, ancien ambassadeur russe aux États-Unis et conseiller diplomatique du Kremlin pour la Russie. La rencontre a duré 4h30. Une première rencontre où tout semble aller dans le sens de la Russie. Même si ce n'est qu'une rencontre préliminaire, on fixe déjà les priorités pour la suite. L'administration Trump parle déjà de rétablir les échanges commerciaux avec la Russie et de facto un allègement des sanctions. L'administration états-unienne montre clairement son intention de revenir à une répartition du monde entre États-Unis et Russie. Seulement, les revendications russes restent maximalistes. La Russie réclame le départ des contingents de l'OTAN stationnés à l'est de l'Europe et refuse toute force de maintien de la paix étrangère sur le sol ukrainien. Les Ukrainiens et les Européens, loin de se laisser faire, disent qu'ils n'accepteront pas de traité de paix sans être à la table des négociations. Sans surprise, la Russie ne veut pas des Européens à la table des négociations, considérant qu'ils tiennent un discours belliciste. Mercredi 19 février, Donald Trump s'est fendu d'une déclaration tonitruante à l'égard de Volodymyr Zelensky, le traitant ouvertement de dictateur,
sans élection, ayant effectué un boulot épouvantable. Une rhétorique qui ressemble diablement au discours de la Russie, qui s'appuie sur le fait que l'Ukraine n'ait pas organisé des élections en 2024 comme prévu, mais la loi martiale interdit la tenue d'élections. Donald Trump a même accusé l'Ukraine d'être à l'origine de la guerre. Donald Trump a même indiqué que Zelensky avait 4% de popularité, une déclaration réfutée par l'Institut international de sociologie de Kiev, qui estime que la popularité de Zelensky est à 57% en Ukraine. Des attaques même mal acceptées au sein du camp républicain, où quelques membres du Congrès ont dénoncé une double pensée orwellienne de la part du leader républicain. Donald Trump aurait été vexé du refus de Volodymyr Zelensky sur les terres rares. Les pourparlers ressemblent de plus en plus à une capitulation devant la politique de la démonstration de force du Kremlin. Médias, la suppression de l'aide américaine met gravement en danger la liberté de la presse. C'est l'autre facette de l'administration Trump, le démantèlement de USAID, l'agence américaine de développement international. Cette aide était au cœur du soutien de la société civile et de certains médias dans l'espace post-soviétique et dans les Balkans. Ces fonds servent à financer des programmes de protection des minorités, des soutiens à la société civile pour prévenir de l'autoritarisme d'un groupe ou parti majoritaire, financer la pluralité des médias en allant même jusqu'à financer la formation de journalistes juniors. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, la doctrine est de couper un maximum dans les financements fédéraux. Mais la fin programmée de USAID risque d'avoir des conséquences très graves. Déjà en Géorgie ou en Serbie, les médias d'opposition ne pourront plus donner de point de vue contraire au gouvernement, faisant gagner de facto deux régimes autoritaires. Dans les Balkans, beaucoup d'associations impliquées dans le règlement des conflits vont se retrouver avec moitié moins de budget et donc beaucoup moins de projets financés, avec le risque de voir de vieilles rivalités se réveiller. Mais le plus gros symbole, c'est la remise en question de Voice of America et de Radio Free Europe, deux médias créés pendant la guerre froide qui émettaient depuis l'Allemagne pour informer les dissidents en URSS. Ces deux radios, devenues des médias en ligne, disposent d'énormément de correspondants locaux dans l'espace post-soviétique. Radio Free Europe couvrait par exemple en 2020 les manifestations au Bélarus jusqu'à ce que ses correspondants soient arrêtés. C'est un symbole historique du soutien des États-Unis au mouvement de résistance soviétique qui est menacé par les immenses coupes budgétaires promises par Elon Musk. Reporters sans frontières parle d'une menace mondiale sur la liberté de la presse. En 2023, c'est 6200 journalistes qui ont été formés, 707 médias aidés et 279 organisations de la société civile qui ont été aidées grâce à USAID. Des coupes budgétaires qui auront certainement de graves conséquences au niveau géopolitique. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 8e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.